je me suis réincarnée en une tortue noire mystique au fond d'un étang profond. Pour survivre dans ce grand marais truffé de dangers, je n'ai eu d'autre choix que de perfectionner l'art de la tortue, en rentrant la tête dans ma carapace. Chaque jour, soit je restais immobile dans la boue, en me faisant passer pour une pierre, soit je m'enfonçais au fond de l'eau dans un concours d'apnée. Finalement, après 50 ans, j'ai réussi à devenir un fossile vivant couvert de mousse. Mais J était aussi devenu extrêmement insensible. J'avais peu à peu oublié ce que C était que D, être humain dans ma vie antérieure. Mais un jour, un vieux bûcheron au bord de l'aile, étang a perdu pied et est tombé. Il a atterri pile sur ma carapace. Poussé par la dernière once de compassion qui restait dans mon esprit, je ne l'ai pas fait tomber. Au lieu de ça, j'ai lentement refait surface jusqu'à la rive. Je pensais que l'affaire en resterait là. Mais contre toute attente, 3 jours plus tard, cet homme est revenu au bord de l'étang. Et ce qu'il a fait ensuite m'a totalement surpris. Il a d'abord déposé quelques fruits acides. Puis il s'est prosterné encore et encore devant moi, me remerciant de l'avoir sauvé. Sans cela, sa vieille mère aveugle n'aurait eu personne pour l'accompagner dans ces derniers instants. J'ai aussi une autre requête, si je peux me permettre. J'espère que vous, tortue immortelle, me permettrez de couper du bois au bord de cet étang. En entendant cela, j'ai levé les yeux au ciel. Je trouvais qu'il prenait un peu trop ses aises. Alors j'ai simplement plongé au fond pour dormir. Mais le bûcheron, voyant que je ne l'aspergeais pas d'eau pour le chasser, a pris mon silence pour un accord. À partir de ce jour, il a élu domicile au bord de l'étang. Et moi je passais mes journées à me faire dorer la carapace sur une pierre. Bélier, écoutant couper du bois et fredonner. Petit à petit, il a nettoyé toutes les mauvaises herbes aux alentours. Parfois, nos regards se croisaient. Il s'asseyait alors, sans se faire prier, et se mettait à me raconter d'une voix monotone que le bois de chauffage se vendait bien ces derniers temps, qu'il pouvait enfin acheter du sel pour la maison, et qu'il allait absolument ériger une tablette de longévité en votre honneur. Plus tard, fatigué de ces radotages, je passais mes journées la tête rentrée dans ma carapace, faisant le mort. C'est ainsi que 6 mois passèrent. La clairière que le bûcheron avait défrichée devenait de plus en plus grande, ce qui a fini par attiser la jalousie des voyous du village voisin. Ce jour-là, comme d'habitude, j'absorbais l'essence du soleil et de la lune. Je m'apprêtais à faire une sieste. Soudain, j'ai entendu le bruit de pas agités sur la rive. 3 personnes. J'ai senti une vague d'agacement m'envahir. Je croyais que était le bûcheron qui avait ramené du monde pour troubler mon sommeil. Alors j'ai sorti la tête de l'eau tout doucement, pensant leur cracher un jet d'eau pour leur faire peur. Mais à peine avais-je émergé que j'ai vu le bûcheron, le visage en sang, protégeant un fagot de bois. Il barrait désespérément la route à un homme au visage balafré. « C'est du bois dur que je vends à l'apothicaire de la ville. Vous n'avez pas le droit de le prendre !» Mais en entendant ces mots, la brute à la mine patibulaire s'est mise à rire de plus belle. « Et alors ? Ce lac est à toi peut-être ? Tu cherches vraiment la mort. » Le vieux. Sur ce, les 2 autres acolytes, qui regardaient la scène en se marrant, ont tendu la main pour s'emparer du fagot. Ils pensaient sans doute que le bûcheron allait protéger ce bois au péril de sa vie. Tête qu'il ne lâcherait prise pour rien au monde, peu importe comment il s'y prendrait. En voyant ça, J était un peu perplexe. Risquer sa vie pour une simple hache abîmée ? Alors que je me demandais si je devais bouger un peu pour faire diversion, j'ai vu que le balafré avait des intentions meurtrières. Il a brusquement levé la barre de fer qu'il tenait à la main, et l'a abattu droit sur le crâne du bûcheron. Mais juste au moment où le coup allait le frapper, je ne pouvais plus rester là à regarder. D'un coup de patte arrière, j'ai projeté un galet qui a filé comme un boulet de canon. Il a percuté avec précision le poignet du balafré. Aïe ! Le balafré a hurlé de douleur. La barre de fer lui a échappé des mains et a coulé dans le lac. Les 2 autres acolytes étaient pétrifiés. D'habitude, ils se contentaient de voler des poules ou des chiens. Jamais ils n'avaient assisté à une telle scène. Qui est là ? Qui se cache pour jouer les fantômes ? Le balafré se tenait le poignet cherchant quelqu'un sur qui passer sa rage. Mais les alentours étaient étrangement silencieux. Finalement, quand son regard s'est machinalement tourné vers le lac, il a croisé mes yeux, aussi grands que des meules de moulin. Ainsi que ma carapace, épaisse et semblant venir des temps anciens. Alors j'ai ouvert la gueule et j'ai bâillé. Un jet d'eau a jailli, brisant net l'arbre mort sur la rive, qui était pourtant large comme un bol. À cette vue, les 3 hommes ont perdu tout leur courage et ont détalé en trébuchant de panique. Ils criaient à l'apparition du dieu du fleuve. Je ne l'ai pas poursuivi,
et je n'ai ressenti aucune fierté. 50 ans passés à rester immobile m'avaient depuis longtemps ôté toute envie de tuer. Pourtant, à cet instant, le bûcheron me regardait, terrifié. Les 20 jours suivants. Et lorsque je replongeais au fond de l'eau pour refaire surface, je découvris avec surprise que le bûcheron n'osait plus s'approcher de moi. Son regard était empreint d'une sorte de crainte respectueuse. Le temps s'est peu à peu refroidi. Le bûcheron a cessé de venir avant les premières neiges. Les abords de l'étang retrouvèrent leur silence de mort. J'ai moi aussi repris le cours de ma vie d'avant. Je dormais simplement plus profondément chaque jour. L'année suivante, le bûcheron est venu une fois. Mais il s'est prosterné de loin et il est reparti. Mais ce que j'ignorais, c'est que dehors, la rumeur S était répandue comme une traînée de poudre. On racontait que dans elle, étang du Dragon Noir, vivait une tortue noire millénaire. Son souffle pouvait se changer en pluie, et d'un simple mouvement, elle faisait trembler la terre. Si bien que plus personne n'osait s'approcher de ses eaux. C'est ainsi que 10 autres années passèrent et ma carapace S épaissit encore. Un jour, je sentis soudain une silhouette chancelante, arriver au bord de l'étang. Était le bûcheron. Il était encore plus vieux qu'il y a 10 ans. Son dos, autrefois si droit, était maintenant courbé comme un arc tendu. 10 ans. Je ne pensais pas revoir le grand maître tortue. J'entr'ouvris les yeux. En regardant ce vieil homme qui ne coupait plus de bois, je ne ressentis absolument rien. Moi, je ne peux plus couper de bois, je suis devenu un fardeau pour ma famille. Les gardiens font leur ronde à 23h et à 3h du matin. Ma vieille mère est partie il y a 2 ans. Elle est partie en paix. C'est grâce à l'argent des fagots de bois que vous aviez béni à l'époque. J'y écoutais en silence, et pour la première fois, je ne le trouvais pas bruyant. Ce vieil homme qui avait peiné toute sa vie juste pour avoir de quoi manger, n'avait finalement pas réussi à changer son destin. L'après-midi, le bûcheron s'en est allé. Son pas était lourd. Je sentis sur lui cette odeur de décomposition. Peut-être pensait-il que sa vie en avait valu la peine. Mais moi j'ai ressenti un sentiment d'urgence. La vie humaine est si courte. Je ne voulais pas pourrir en silence dans la boue comme lui. C'est ainsi qu'une tortue noire de l'étang, par peur de la mort, se mit à absorber frénétiquement l'énergie spirituelle, tentant de forger sa carapace pour la rendre indestructible. Jusqu'à ce que quelques années plus tard, je sois témoin d'une chose étrange. Je ne sais pas depuis quand, mais il y a toujours eu des créatures aquatiques pour venir s'entasser sur mon territoire. J'avais beau utiliser ma solide carapace pour les repousser, le lendemain, une nouvelle vague déferlait à coup sûr. Ça finissait par m'exaspérer. Je n'arrivais même plus à dormir. Finalement, à bout de nerfs, je me suis dit que j'allais jeter un œil au marché des humains, et par la même occasion, trouver un autre coin pour dormir. Mais je ne m'attendais pas à être de nouveau le témoin direct des misères du monde des mortels. 2 jours plus tard, je me suis laissé dériver jusqu'à une roselière, près d'un village de pêcheurs. La première chose qui m'a frappée en voyant ce village, c'est sa pauvreté. Quelques barques de pêche en piteux état étaient échouées sur la rive. Les séchoirs à filets étaient complètement vides. Même les oiseaux de mer ne prenaient pas la peine de s'y poser. J'avais l'intention de me laisser porter par les flots pour trouver un autre endroit. Mais juste avant de partir, j'ai fait la connaissance d'une petite gamine. La petite avait 6 ou 7 ans et s'appelait Axiou. Elle portait des vêtements beaucoup trop grands pour elle, accroupie dans la roselière, en train de ramasser des escargots de rivière. D'habitude, l'endroit est plutôt sûr, sans gros poissons. Mais ce jour-là, justement, un serpent d'eau démoniaque était en chasse. Et alors qu'Axiou était paralysé par la peur, je suis tranquillement remontée à la surface. Le serpent d'eau a planté ses crocs dans ma carapace. Il s'est brisé net 2 de ses crochets venimeux. La douleur était telle qu'il a aussitôt détalé. Axiou s'est effondré dans la vase, regardant, stupéfaite, mon combat contre le serpent. En réalité, je n'avais pas bougé d'un pouce. Mais, à ma grande surprise, elle n'a pas été terrifiée au point de se prosterner comme l'avait fait le bûcheron des années auparavant. Au contraire, elle a pris son courage à 2 mains, et s'est approchée. Elle a toqué sur ma carapace. « Hé, le gros caillou, tu es vivant ?» J'y étais un peu sans voix. J'ai levé les yeux au ciel pour marquer mon mécontentement. En voyant ma réaction, Axiou a écarquillé les yeux de surprise. « Waouh, il bouge pour de vrai !» Tu comprends ce que je dis? J'ai encore levé les yeux au ciel. Cette fois, ça a amusé Axiou. Une grande tortue qui comprend ce que disent les gens. C'est vraiment rare. « Est-ce que tu mords ?» Papa disait que les monstres de l'eau mangeaient les enfants. Elle s'attendait à ce que je réagisse à nouveau.
Mais à sa grande surprise, j'ai juste rentré ma tête à moitié dans ma carapace. Comme pour lui signifier que je n'avais que faire d'elle. Contre toute attente, la petite fille en fut encore plus heureuse. Elle a grimpé directement sur ma carapace pour s'y asseoir en s'exclamant « C'est si large !» C'est encore plus plat que notre vieux lit défoncé. Et c'est ainsi que, moi, qui avais prévu de voyager loin, je suis restée dans ce marais de roseaux. Axiou venait souvent me parler. Quand elle était fatiguée, elle s'allongeait directement sur mon dos pour dormir, me prenant pour une petite île mobile. Plusieurs mois passèrent en un clin d'œil. Un jour, Axiou arriva en courant. Hey, les yeux tout rouges, elle s'affala sur mon dos. Grande tortue. J'ai si faim. Le chef du bourg a confisqué tout le poisson salé que nous avions à la maison. Il a dit que c'est était pour payer les impôts. Mais Axiou a vraiment très faim. Je comprenais. À cette époque, la vie des pêcheurs ne tenait qu'à un fil. Le chef du bourg et les tyrans des pêcheries étaient les maîtres de la vie et de la mort sur l'eau. Ils collectaient les impôts et les grains. Étaient eux qui décidaient de tout, ils pouvaient même forcer les honnêtes femmes à se prostituer. Après un moment de réflexion, j'ai plongé sous l'eau. Sous le regard plein d'espoir d'Axia, j'ai fait remonter à la surface une vieille tortue à carapace molle, grosse comme une bassine, en la poussant avec mon museau. Ce genre de vieille tortue est un mets très nourrissant. Par les temps qui courent, on peut les échanger contre une bonne quantité de riz. Ouah, c'est pour moi. En me voyant hocher la tête, Axiou se mit à rire à travers ses larmes. Serrant la vieille tortue contre elle, elle est rentrée chez elle en trottinant. Mais dès le lendemain, l'histoire était répandue dans tout le village. Avec le riz qu'il avait obtenu, le père d'Axiou n'a pas voulu être égoïste. Il a partagé de la bouillie de riz avec les quelques autres familles qui n'avaient plus rien à manger. Ces pêcheurs vivent au gré de l'eau. Ce n'est qu'en se serrant les coudes qu'ils peuvent maintenir leur barque à flot. Au début, tout le monde disait qu'Axiou avait de la chance. Mais une fois le riz terminé, et qu'Axiou eut de nouveau trouvé 2 carpes dorées dans le marais, les parents d'Axiou commencèrent à trouver ça étrange. Jusqu'au jour où la marmite fut de nouveau presque vide à la maison. Axiou ramena, à la surprise générale, un cochon de rivière qui avait été mordu à mort. Ce que l'on appelle aussi un marsouin. Cette fois, l'agitation gagna tout le village. Comment une petite fille avait-elle pu tomber par hasard sur une créature de rivière aussi féroce? Sur la berge, des dizaines de pêcheurs étaient rassemblés autour du marsouin et les discussions allaient bon train. Axiou se tenait au milieu, la tête baissée, triturant ses doigts. Même si cette nourriture leur avait sauvé la vie. Cette affaire était bien trop étrange. Au moindre faux pas, elle risquait d'être considérée comme possédée par un esprit aquatique et d'être jetée à l'eau. Axiou, d'où vient ce poisson? À la fin. Mais Axiou gardait la tête baissée sans dire un mot. Qui te l'a donné? Serait-ce le roi dragon qui vit dans l'eau? Le père d'Axiou s'impatienta. Axiou, tu dois dire la vérité. Sinon, on t'enverra au temple pour te faire exorciser. Axiou éclata en sanglots et finit par tout avouer. Au loin, dans la roselière, je soupirai intérieurement. Je me mis à nager lentement vers la rive. J'avais décidé de me montrer pour marquer les esprits. Le résultat, c'est que la foule fut absolument terrifiée. Je ne sais qui s'écria. Regardez vite! C'est le seigneur Xuanwu. Tout le monde suivit son regard. Et ils virent Axiou accourir en pleurant. Elle se jeta à mon cou couvert de mousse pour l'enlacer. Je sortis ma patte et lui tapotai doucement la tête à 2 reprises. C'était ma façon de la soutenir. Après avoir ainsi manifesté ma présence, je fis demi-tour et replongeai dans les profondeurs. Voyant que les pêcheurs n'avaient rien fait à Aoui, je fus enfin rassuré. Plus tard, la coutume de vénérer Xuanwu refit surface dans le village. Certains pêcheurs se mirent même à jeter des pièces de cuivre dans l'eau pour faire des vœux. En plus de me remercier pour la nourriture, ils priaient pour que les eaux soient calmes et leurs filets remplis de poissons et de crevettes. Tout ça passe encore, mais le plus aberrant était que certains me demandaient de leur porter chance au jeu. Est-ce que c'est le genre de choses dont une tortue comme moi peut s'occuper? Par la suite, tous les quelques jours, je poussais quelques gros poissons sur la rive. Mais les bonnes choses ont une fin. Les étranges événements du village de pêcheurs attirèrent bientôt l'attention de gens de l'extérieur. Ce jour-là, Axiou arriva en courant dans la roselière, complètement essoufflée. Elle criait tout en courant. « Grande tortue! Sauve-toi! Le tyran du port de la ville a amené des hommes pour te capturer. Il dit qu'il veut te capturer pour t'offrir au préfet pour son banquet de longévité. Ils sont venus avec plein de grands bateaux. Il y a aussi des méchants avec des harpons, va-t'en vite!
Je hochai la tête, et au moment où j'allais plonger, je remarquai que le niveau de l'eau autour de moi, était pas normal. Il s'est avéré que ce caïd des pêcheurs avait déjà fait poser en amont un filet qui ratisse tout. Il avait aussi déversé une grande quantité d'herbes narcotiques pour poissons. Bien que je sois résistant au poison, mes mouvements étaient devenus encore plus lents. Je voyais une dizaine de grandes barques m'encercler. Le caïd se tenait à la proue. Son visage rayonnait d'une joie avide. « Allez, encore un effort ! C'est une créature de bon augure !» 100 lions d'argent à celui qui l'attrape. Une telle récompense suffit à motiver les plus braves. Aussitôt, une pluie de grands filets s'abattit sur moi. Je ricanai intérieurement. Ces gens ne sauraient jamais à quel point il est difficile d'attraper une tortue sage qui a décidé de se laisser couler. L'instant d'après, j'ai pris une grande inspiration, non pas pour m'enfuir, mais pour laisser mon corps s'enfoncer tel du plomb. ETM, écrasé lourdement dans la vase au fond de l'eau. Boum! Le courant sous-marin fut complètement bouleversé par mon impact. La surface, autrefois calme, forma instantanément un immense tourbillon. Les grandes barques, telles des feuilles de papier, se mirent à tournoyer et à s'entrechoquer vers le centre. Le sourire du caïd se figea sur son visage. Puis ce furent des hurlements de terreur. Les coques se brisèrent, et ces hommes avides tombèrent à l'eau comme des mouches. Moi je suis resté tranquillement posé sur le rocher du calme marin, au centre du vortex. J'observais cette farce. Plus tard, les rares survivants qui réussirent à regagner la rive étaient morts de peur. La rumeur selon laquelle, elle, étant du dragon noir était protégée par un esprit des eaux, fut définitivement confirmée. Désormais, même le caïd des pêcheurs n'osait plus venir prélever ses taxes exorbitantes. En même temps, les villageois avaient découvert de quoi J était capable. J était peut-être une tortue, mais il ne fallait pas me chercher. De ce fait, leur respect à mon égard vira à la crainte révérentielle. Je savais que je ne pouvais pas rester trop proche d'Axiou, sinon, je risquais de lui attirer des ennuis. J'ai donc décidé d'entrer en sommeil pour me consacrer à ma cultivation. Ce n'est que 9 ans plus tard que j'ai refait surface. C était peut-être le destin qui me liait à Axiou. Je commençais à m'entraîner à bondir et à mordre. Aiziou avait grandi, mais cette odeur de poisson, elle, n'avait pas changé. Si l'on ne regardait pas ses mains rugueuses. Axiou était en fait très agréable à regarder. Elle avait cette douceur typique des filles des régions lacustres. Axiou sembla sentir quelque chose et se retourna. Elle vit alors la carapace d'encre qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps. Elle a couru vers moi, comme lorsqu'elle était enfant. Elle s'est appuyée contre ma carapace. Riant et pleurant à la fois, elle me reprochait d'avoir dormi pendant tant d'années. La nuit tomba, et la brise de la rivière se mit à souffler doucement. Axiou était assise sur la plage, le dos appuyé contre moi. Elle regardait la lune dans le ciel. Puis, elle a prononcé des mots qui m'ont laissé sans voix. « Je vais me marier, ma grosse tortue. » Agnew, du village, est quelqu'un de bien. Il m'a protégée depuis notre plus tendre enfance. Je l'aime. Mais je ne peux pas épouser. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision allait la plonger dans un abîme de souffrance sans fin. Axiou a poursuivi. Le mois dernier, le riche maître Kian de la ville est venu collecter le loyer. En me voyant, il a dit qu'il voulait me prendre comme seconde épouse. Je sais qu'une seconde épouse n'a aucun statut. Maître Kian a à peu près le même âge que mon père. Il a presque un pied dans la tombe. Mais la vie au village est trop dure, et la famille d'Agnew est pauvre aussi. Leur vieille barque a été maintes et maintes fois réparée. Maître Kian, c'est différent. Il possède des milliers d'hectares de terre fertile. Avec lui, pas besoin de s'inquiéter des vents violents et des hautes vagues. La voix d'Axiou était très douce, mais ces mots ont frappé mon cœur comme un coup de massue. C'est ça, je me marie après-demain. Ma grosse tortue. Pourras-tu être là pour mon départ? J'ai hoché la tête, laissant échapper une série de bulles. Le jour du mariage, il n'y a eu ni faste ni cérémonie. Juste un palanquin de mariage, ni neuf ni vieux. Axiou n'a rien emporté avec elle. Sauf cette vieille carapace de tortue que je lui avais trouvée il y a bien longtemps. Les parents d'Axiou se sont retournés pour essuyer leurs larmes, n'osant pas regarder leur fille, non loin de là, dans les roseaux. Un jeune homme était à genoux dans la boue, se frappant la poitrine de désespoir. Était Agnew, celui dont elle avait parlé. Il devait se maudire pour son impuissance. Incapable même de s'offrir un bateau décent. Ou peut-être maudissait-il l'injustice de ce monde. Mais il ne pouvait rien y faire. Il ne pouvait que regarder, impuissant, le palanquin emporter la femme qu'il aimait. Le rideau du palanquin s'est légèrement soulevé, laissant une petite ouverture. Dans la lumière,
Elle a aperçu ma silhouette, flottant sur le fleuve, tel un îlot. Sur son visage baigné de larmes, un sourire déchirant est apparu. Peut-être avait-elle trahi Aniu, son amour d'enfance. Peut-être que, épouser ce riche propriétaire en secondes noces, revenait à se jeter dans un brasier. Mais qu'importe. La pauvreté l'avait tourmentée pendant plus de 10 ans. Elle ne voulait pas qu'un jour sa barque chavire dans la tempête et que sa famille soit décimée. Elle voulait juste vivre une vie paisible. On ne pouvait s'en prendre à cette époque, s'en prendre qu'au destin. Je me suis laissé porter par le courant du fleuve. J'ai suivi le palanquin de la mariée jusqu'à l'embarcadère, hors de la ville. De loin, j'ai regardé le palanquin franchir la porte de service du manoir des Qian. Une épouse de remplacement n'est qu'une concubine. Elle n'a pas le droit de passer par la porte principale. Je suis restée prostrée près du quai pendant un long moment. Ce n'est que lorsque le manoir des Qian a allumé ses lanternes rouges que je me suis retournée pour plonger dans les eaux profondes. Pour retourner dans mon domaine, elle, étant du dragon noir. Dans mon cœur, je pensais en silence à cette gamine qui, autrefois, s'endormait sur ma carapace. Cette petite Axu qui avait grandi au bord de l'eau. Pourrait-elle s'adapter aux eaux stagnantes et aux remous secrets de cette grande demeure ? À cause de cette histoire avec Axu, j'ai commencé à m'entraîner encore plus ardemment pour renforcer ma défense. J'espérais devenir si résistant que plus personne ne pourrait jamais briser ma carapace. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un an plus tard, une silhouette déboule en titubant au bord de l'aile, étang. Même s'il avait perdu ses chaussures dans sa course, les pieds en sang, il continuait de courir comme un forcené. Sans savoir pourquoi, mon cœur s'est serré. Car d'après ce que je sentais, cette personne était Agneau, le bien-aimé d'Axio. Immortelle tortue! Grand immortel tortue. Je vous en supplie, sauvez Axiu. En voyant Aniu se prosterner frénétiquement, je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai directement projeté ma voix dans son esprit par la pensée. Arrête de te cogner la tête par terre. Si tu continues, ta cervelle va finir dans l'eau et polluer mon étang. Sur ce, Aniu, terrifié, est tombé sur les fesses dans la boue.
Il est resté abasourdi un long moment avant de comprendre que l'immortelle tortue venait de se manifester. Mais l'instant d'après, il s'est mis à pleurer de plus belle. Ce qu'il me dit ensuite me laissa profondément choqué. Grand immortelle tortue, Axiou. Axiou est mourante. Ce maître Qian ne voulait pas du tout prendre une concubine. Il a suivi la formule maléfique d'un sorcier taoïste. Il veut utiliser le sang du cœur d'une jeune vierge pour concocter un élixir de longue vie. Et il va le faire ce soir. Ce soir même. En entendant les mots « longue vie », mon corps, jusqu'alors nonchalamment affalé, s'est brusquement raidi. Encore la longue vie. À l'époque, le bûcheron voulait prolonger sa vie pour quelques fagots de bois. Pour prolonger la vie de sa vieille mère. Épuisé à mort. Aujourd'hui, ce parvenu, pour vivre quelques années de plus, veut raffiner un être humain. Je poussai un long soupir, en regardant ce visage de tortue qui se reflétait à la surface de l'eau. De toute ma vie, ce que je crains le plus, c'est la mort, alors je me suis entraîné sans relâche à la défense. Mais je déteste encore plus ceux qui, par peur de leur propre mort, font en sorte que les autres connaissent une fin atroce. Et puis, Ajou me doit toujours un peigne. Monte. J'ai rapproché mon corps du rivage. Mon énorme carapace ressemblait à un navire de guerre noire. Agnew resta abasourdi puis fut submergé par la joie. Il a grimpé sur ma carapace, en s'aidant de ses mains et de ses pieds, s'agrippant désespérément à Vel, éperon osseux qui dépassait. Cette nuit-là, le niveau de l'eau de l'aile, étant du dragon noir, a mystérieusement baissé de 3 pieds. Parce que, je aime, était mis en mouvement. Je ne suis pas comme ces dragons des eaux qui ont atteint la voie, qui, lorsqu'ils se déplacent, soulèvent le vent et les vagues, provoquant éclairs et tonnerres. Moi je privilégie la discrétion. J'ai avancé en immersion, en suivant le lit de la rivière. La fréquence de mes battements était pas élevée. Mais chaque mouvement était chargé de la profonde puissance spirituelle que j'avais accumulée pendant plus de 100 ans. Ma vitesse était celle d'un éclair noir. Pourtant, je ne soulevais pas la moindre vaguelette à la surface. C'est la quintessence de la voie de la prudence, s'approcher en silence, pour ensuite porter le coup le plus dévastateur. Le manoir des Tian était brillamment illuminé, de grandes lanternes rouges suspendues bien haut. Un ignorant aurait pu croire qu'on y célébrait un heureux événement. Qui aurait deviné que, à l'intérieur, était une mise à mort qu'on organisait. La demeure avait été construite au bord du fleuve, pour se vanter de son bon feng shui. Ils avaient même fait dériver un cours d'eau vive dans la cour pour y creuser un étang à lotus. Le ciel était vraiment de mon côté, mais je ne suis pas passé par l'entrée principale, était bien trop voyant. Alors j'ai suivi le canal souterrain, qui amenait l'eau, tel un énorme bloc de vase, jusqu'à me retrouver juste sous l'étang à lotus du manoir des Qian. À travers la surface de l'eau, j'ai vu un autel rituel installé dans la cour. Un prêtre taoïste en robe jaune brandissait une épée en bois, tout en marmonnant des incantations. Axiou, quant à elle, était ligotée à un pilier. Un chiffon enfoncé dans la bouche. Son visage était blême comme le papier, et son regard était déjà vide. Le riche maître Khan était assis dans son grand fauteuil, le teint vermeil. Il faisait tourner 2 noix dans sa main. Le visage rempli d'impatience, il attendait de prendre son remède. L'heure propice est arrivée. Prélevez le sang, hurla le prêtre taoïste. Un poignard étincelant était apparu dans sa main. Il le pointa en direction du cœur d'Axiou. Sur mon dos, Agnew, pris de panique, voulut bondir pour se battre à mort. Mais une force démoniaque le maintint cloué sur place. Se battre à mort? C'est l'affaire des brutes. Nous sommes des tortues. Nous prenons la puissance écrasante. Et au moment précis où la pointe du poignard allait toucher le vêtement d'Axiou, j'agis. Non pas en élançant, mais en prenant une profonde inspiration. Puis, visant la source au fond de étang au lotus, je recrachai violemment l'essence de mauve d'eau lourde, accumulée pendant plus de 100 ans. Boum! Les gens du manoir Qian sentirent le sol trembler violemment sous leurs pieds. Aussitôt après, étang au lotus, qui ne faisait qu'un demi-arpent, sembla entrer en ébullition. Une colonne d'eau jaillit vers le ciel, haute de près de 3 angles. Une pluie d'eau, mêlée de vases, de feuilles de lotus et de carpe-coï, s'abattit violemment sur eux. Le prêtre taoïste fut le premier touché. Il fut projeté contre la rocaille par la force du jet d'eau. Il évanoui avant même d'avoir pu pousser un cri. Quant à son poignard, il avait disparu on ne sait où. Le dragon de terre se retourne. Tremblement de terre. Inondation. La cour plongea alors dans un chaos indescriptible.
serviteurs et servantes s'enfuirent dans tous les sens. Maître Qian, terrifié, roula à bas de sa chaise. 2 serviteurs le soutinrent et l'entraînèrent en courant vers l'arrière-cour. Au milieu de la confusion, une silhouette noire et massive, auréolée d'une vapeur humide, émergea lentement de l'aile, étant. J était comme une petite colline en mouvement. À chaque pas, le sol pavé de dalles de pierre bleue se fissurait dans un craquement sinistre. Pas un hurlement, pas un rugissement. Seulement une présence oppressante à en couper le souffle. Aniu profita du chaos pour sauter à terre. Il se précipita pour délier Axiu. Dès qu'Axiu m'aperçut, des larmes jaillirent instantanément de ses yeux, autrefois sans vie. Sa bouche émettait des gémissements inaudibles. Il ne pouvait qu'acquiescer frénétiquement de la tête. C'est à ce moment précis. D'où sort ce démon? Tirez vos flèches! Hurlait Maître Qian, hystérique, depuis le couloir. À ses côtés, quelques gardes du corps prirent leur courage à 2 mains. Armés d'arcs, de flèches et de torches, ils se mirent à tirer sur moi dans tous les sens. Mais ce qui se produisit ensuite les laissa bouche bée. Les flèches qui s'abattaient sur ma carapace de tortue ne laissaient pas la moindre trace blanche. Elles étaient directement repoussées. Le feu, en S, écrasant dessus, ne produisait qu'un simple sifflement. Je n'ai même pas daigné rentrer la tête. Quelle blague! Mes griffes se sont violemment plantées dans sa cuisse. Si je me laissais ne serait-ce qu'égratigner par vos vulgaires tisons. Autant que j'aille me fracasser la tête contre un bloc de tofu. Ensuite, ignorant toutes leurs attaques, pas à pas, je me suis avancé lentement vers Maître Qian. Je ne marchais pas vite, mais chacun de mes pas lui coupait toute retraite. Devant lui se dressait un épais mur de briques. Maître Qian pensait être en sécurité en se cachant derrière. Arrivé au pied du mur, je ne me suis pas arrêté. Je l'ai percuté de plein fouet. L'instant d'après, ce mur de briques bleues de près d'1 mètre d'épaisseur s'est effondré devant moi comme s'il était en papier. Il s'est instantanément disloqué. Au milieu des briques et des pierres qui volaient en éclats, mon énorme tête s'est approchée juste devant Maître Qian. L'air chaud qui échappait de mes narines a suffi à faire s'envoler le chapeau de notable qu'il portait sur la tête. Maître Qian s'est effondré sur le sol. Son entrejambe était trempée. « Grand immortel, épargnez-moi! Grand immortel, pitié! J'ai de l'argent, je suis riche à ne plus savoir qu'en faire. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous construirai un temple. Je vous ferai une statue en or massif. » Je baissai la tête pour regarder ce vieil homme qui tremblait de tous ses membres. Mon regard était rempli de mépris. Un temple? Une statue en or? Si ce genre de babiole m'intéressait, il y a bien longtemps que je serais le roi de l'aile, étant du dragon noir. Au point de me coucher dans la boue pour faire semblant être une pierre? Je ne l'ai pas tué, parce que tuer engendre le karma. Et de toute façon, il ne restait plus que quelques jours à vivre à ce vieil homme. Une bonne frayeur devrait suffire. Et ce que j'ai fait ensuite lui a paru pire que la mort. J'ai simplement ouvert la bouche, face à la porte du coffre-fort à côté de lui, et j'ai pendu une grande bouffée d'air. La seconde d'après, un jet d'eau, puissant comme un Karcher, a jailli. Il a directement fait sauter la porte du coffre. King Kong secouait son corps frénétiquement. Le trésorier Qian a vu les économies de toute une vie emportées par l'eau. Ses yeux se sont révulsés. Ses jambes se sont dérobées, et il s'est évanoui de rage. Mission accomplie, on plie bagage. Je me suis retourné, et j'ai fait signe à Aniu de mettre Axiu sur son dos, et de grimper sur le mien. On ne peut plus rester ici. Les autorités ne vont pas tarder. Cette nuit-là, une étrange embarcation flottait sur la rivière, emportant un couple d'amoureux maudits. Elle a remonté le courant, et a disparu dans l'immensité de la nuit. Après les avoir déposés dans un village de montagne reculé, je ne me suis pas attardée, mais Elsa s'est accrochée à mon cou, et a pleuré longtemps. Elle voulait me rendre le peigne. Mais j'ai refusé catégoriquement. Ce peigne est fait en carapace de vieille tortue. Il n'a aucune valeur. Garde-le en souvenir. Je savais que, à partir de ce jour, nous appartiendrions à 2 mondes différents. Ils allaient vivre une vie simple, faite des soucis du quotidien. Et moi je devais retourner à mon étang du dragon noir, pour y rester caché comme une tortue. Après cette péripétie, la réputation du vénérable Xuanwu de l'Al, étang du dragon noir, s'est complètement établie. J'ai entendu dire que les autorités ont envoyé des troupes pour m'encercler plusieurs fois, mais ils n'ont même pas vu l'ombre d'un fantôme. Parce que j'ai déménagé ma maison dans une rivière souterraine, encore plus profonde au fond de l'art, étang. Là-bas, même la lumière ne pénètre pas. C'est calme, parfait pour dormir.
Et ce somme, j'ai encore dormi 50 ans. Quand je me suis réveillée, c'est parce que j'ai senti le souffle familier de la mort. Et alors que je venais de remonter à la surface, j'ai vu une tombe solitaire érigée au bord de l'Aile étang. Devant la tombe était agenouillée une vieille femme aux cheveux blancs. Était Aksu. Elle avait vieilli, son visage était couvert de rides. La première fléchette tranquillisante a touché ma patte arrière. Agnew est parti. Aksu brûlait du papier-monnaie, sa voix était rauque. Il disait que le plus grand moment de sa vie, était cette nuit où il a chevauché l'immortelle tortue pour aller enlever sa promise. Allongé dans l'eau, écoutais en silence. Mon heure est bientôt venue. À moi aussi. Mes enfants ont grandi, je n'ai plus à m'inquiéter pour eux. Avant de partir, je voulais juste venir vous voir une dernière fois. D'une main tremblante, Aksu sortit le peigne de ses vêtements et le posa sur la pierre, devant la tombe. À l'époque, vous ne l'aviez pas accepté. Maintenant je vous le rends. Dans ma prochaine vie, si je peux me réincarner en humaine, je vous apporterai plein de délicieux poissons de rivière. Puis Aksu est partie. Elle n'a pas passé l'hiver. Elle est partie, elle aussi. Une nouvelle tombe était apparue au bord de l'étang, juste à côté de celle d'Agnew. Le peigne est resté sur la pierre, exposé au vent et au soleil. Peu à peu il s'est fissuré. Je l'ai pris dans ma gueule et l'ai ramené au fond de l'étang. Je l'ai caché sous la grosse pierre, où j'ai l'habitude de dormir. Pourtant, mon sommeil fut très agité. Ce était pas parce que l'eau était trop froide au fond, mais parce que le monde était devenu bien trop bruyant. Ce vieux peigne en carapace de tortue qu'Aksu avait laissé n'a finalement pas résisté à l'usure du temps. Sous moi, il s'est réduit en poussière. À mon réveil, j'ai fixé ce tas de débris, hébété, pendant un long moment. Et j'ai ressenti un vide inexplicable dans mon cœur. En faisant le compte dans ma tête, j'ai réalisé que j'avais dormi pendant 60 ans. 60 ans, toute une vie de mortel, encore une fois écoulée. Le monde extérieur semblait avoir radicalement changé. L'eau de l'étang du dragon noir était plus limpide. Elle charriait une odeur persistante de rouille et de brûlé. Je suis remontée lentement à la surface pour prendre un peu d'air. Mais j'ai découvert que la roselière, autrefois si luxuriante, avait disparu. À la place, il n'y avait plus qu'une étendue de terre brûlée et de ruines. Je compris qu'il y avait eu la guerre. Et était une bataille d'envergure. Sur la rive, les campements étendaient à perte de vue. Mais cette fois, ce était pas pour moi qu'ils étaient là. Étaient deux armées qui se faisaient face. D'un côté, des drapeaux noirs, de l'autre, des drapeaux rouges. Le massacre était tel que le ciel et la terre s'en trouvaient obscurcis. J'observais cette scène, allongée sur le rocher du calme marin au milieu de l'eau. Je ne pouvais que me dire que l'humanité était vraiment l'espèce qui avait le moins évolué en ce monde. Il y a 60 ans, ils se battaient pour quelques poissons salés. Aujourd'hui, ils se battent pour quelques lopins de terre sans valeur. J'imagine que plus tard, ils se battront même pour cette étendue d'eau. J'avais l'intention de me renfoncer au fond pour continuer à dormir. Être une tortue qui rentre la tête dans sa carapace, sourde à ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est à ce moment précis. Une silhouette titubante a fait irruption dans mon champ de vision et a pénétré dans ce lieu de mort, à l'atmosphère glaciale. Était un adolescent à peine 15 ou 16 ans. Il portait une armure en lambeaux et bien trop grande pour lui. À la main, il tenait un sabre ébréché. Il était pas là pour charger l'ennemi, il était là pour sauver sa peau. Le visage couvert de boue, il était blessé à la jambe. Il s'est jeté en boitillant dans la seule touffe d'herbe sèche qui restait sur la rive. Telle une caille effarouchée, tremblant de tous ses membres.